Bonjour à toutes et à tous. Du 15 mars au 15 avril, la Séance Club rend hommage à l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, Stanley Kubrick. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un film de la deuxième moitié de la carrière de ce réalisateur qui a aimé réinventer les genres. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Barry Lyndon, un film sorti en 1975. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous raconter la genèse de l'envie de Stanley Kubrick de faire un film d'époque et aussi rentrer dans les détails de certains aspects techniques. Lors de l'une de ses rares interviews à la presse française, enregistrée en 1975, dans la foulée de la sortie de Barry Lyndon, Stanley Kubrick déclarait au critique de cinéma Michel Simon, je le cite, que l'une des grandes erreurs de l'art du XXe siècle, c'est cette obsession de l'originalité à tout prix. Innover dans le domaine de la culture, c'est aller de l'avant, sans abandonner la forme classique d'un art, disait-il. Ainsi, après avoir réinventé le film de science-fiction avec 2001 l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick se mit en tête de revisiter un autre genre, le film d'époque. Pour y parvenir, sa première idée c'était de réaliser un biopic de Napoléon. Un projet certes ambitieux, mais qui n'avait rien d'original dans le fond. L'empereur français étant le personnage historique le plus représenté au cinéma jusqu'alors. Pendant toute l'année 1969, Stanley Kubrick prépara le film en Roumanie avec son beau-frère, Yann Arlan, qui devint alors son producteur attitré. Mais alors que le tournage allait commencer, la production fut stoppée net par le studio MGM, alors partenaire de Stanley Kubrick, frileux à l'idée d'un échec commercial. Le cinéaste s'est alors rabattu sur Orange Mécanique, qui est sorti en 1972. Et c'est lors de cette même année que Stanley Kubrick a jeté son dévolu sur Mémoires de Barry Lyndon, une autobiographie fictive d'un homme qui va passer de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre, une trajectoire chère au cinéaste. Ce roman avait un avantage non négligeable, celui de se dérouler quelque temps avant la période napoléonienne, une époque sur laquelle Stanley Kubrick et Yann Arlan avaient fait de nombreuses recherches pour leur projet de biopic de Napoléon. Stanley Kubrick jugeait que la plupart des films historiques qu'il avait vus jusqu'à présent n'étaient tout simplement pas bons, et ce, pour une raison simple. Ils n'atteignaient jamais leur but, qui devrait forcément être, pour le cinéaste, la recherche du réalisme. L'un des rares films historiques qu'il aimait, c'était un téléfilm français, La prise de pouvoir par Louis XIV, réalisé en 1966 par Roberto Rossellini pour le RTF. Alors, pour mettre en scène son film, selon ses mots, comme un documentaire sur le XVIIIe siècle, Stanley Kubrick a d'abord souhaité tourner uniquement en décors naturels, des décors existants, même des scènes d'intérieur, et il a expressément demandé à ce que les costumes soient des copies de certains vus dans des tableaux de l'époque. C'est d'ailleurs de ses inspirations picturales qu'il a tiré un procédé esthétique emblématique du film et qui pourrait sembler peut-être un peu à contre-pied de sa volonté de réalisme, l'usage du zoom et du dézoom qui a transformé ses plans, excellemment composés, en de véritables tableaux vivants. L'un des reproches que faisait Stanley Kubrick aux films d'époque, c'était leurs éclairages qu'il jugeait trop irréalistes. Il envisagea donc de tourner Barry Lyndon quasiment sans éclairage artificiel, notamment les scènes d'intérieur nuit éclairées uniquement à la bougie. Alors, pour être tout à fait précis, il existait bien un léger renfort lumière en plafonnier, mais la quasi-totalité de l'éclairage de ces scènes provenait bien des bougies. De la même manière, pour tourner les scènes d'intérieur jour, Stanley Kubrick utilisa un peu d'éclairage artificiel, mais uniquement à l'extérieur des fenêtres, pour mieux renforcer la lumière naturelle, mais n'en mettait surtout pas à l'intérieur. Pour capter ces scènes à la luminosité faible, il fallait une installation technique littéralement hors norme. À l'époque, ni les pellicules, ni les objectifs, ni les caméras existantes ne permettaient de rendre visible une scène filmée simplement avec des bougies. Bien décidé à mener à bien son projet, Stanley Kubrick prit contact avec la Warner Bros., le studio auquel il était associé depuis Orange Mécanique, pour acquérir l'une de leurs caméras Mitchell BNC, un modèle qui pouvait être équipé de grands objectifs. Ensuite, le cinéaste missionna son beau-frère et producteur Yann Arlan pour chercher cet objectif spécifique, le Zeiss F07, réputé comme l'un des plus lumineux jamais conçus et qui n'existait qu'en 10 exemplaires. Sur un appareil photo ou une caméra, il faut comprendre que le chiffre qui suit F correspond au diamètre d'ouverture du diaphragme. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, et plus la lumière est donc captée sur l'image. Il fallut modifier une caméra Mitchell BNC pour installer l'objectif Zeiss 07, faisant de l'installation technique une véritable innovation. Sachez enfin que cet objectif était issu des stocks de la NASA et fut d'abord utilisé pour photographier la face cachée de la Lune lors de la mission Apollo 8. Et c'est notamment cette collaboration avec l'agence spatiale américaine qui relança la théorie du complot du tournage en studio des premiers pas de l'homme sur la Lune par Stanley Kubrick.
Vous en savez désormais un peu plus sur la fabrication de son film Barry Lyndon, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.